En 2015, la France et le monde entier criaient « Je suis Charlie ». On pensait que cette phrase signifiait quelque chose. On croyait que personne, nulle part, ne pourrait justifier la mort d'un journaliste, d'un dessinateur, d'un esprit libre. Et pourtant, aujourd'hui, dans les studios climatisés, sur les plateaux télé, dans les colonnes des journaux soi-disant sérieux, on entend des mots qui glacent le sang. Un chroniqueur peut dire sans sourciller que la mort d'un opposant est normale. Quelle est la conséquence naturelle de ces propos? Qu'un homme qui tient des paroles provocatrices et dérangeantes mérite ce qui lui est arrivé. On passe de Charlie Hebdo à Charlie Kirk. Et soudain, les centristes en costard, les experts en morale télévisée, les commentateurs médiatiques deviennent les frères Kouachi. Pas de Kalachnikov visible, mais la même logique de meurtre justifié par un dogme. Pas de sang sur les mains, mais la justification morale, médiatique et intellectuelle d'une disparition. Si l'on ne communie pas dans l'idéologie pseudo-humaniste et progressiste du moment, alors on aurait dû au silence. Silence symbolique, ostracisme, calomnie, diffamation. Silence médiatique, invisibilisation. Annulement, disparition dans l'espace public. Silence effectif, mortel. Certains, comme Charlie Kirk, en font l'expérience. Et il y aura d'autres victimes si nous ne comprenons pas ce qui se joue. La censure est leur nouvelle guillotine. Et le plus effrayant, ils n'en ont même pas mauvaise conscience. Ils se persuadent d'appartenir au camp du bien. Ils se croient investis d'une mission morale supérieure. Pour eux, la fin justifie les moyens. La violence est légitime dès lors qu'elle est au service de leur vérité. Et cette vérité, imposée, absolue, hors du réel, devient une loi. Alors, ce podcast commence par un constat simple, mais brutal. Le monde dans lequel nous vivons ne pardonne plus la vérité. Il n'existe plus d'espace neutre. Ne pas être de leur côté, ne pas répéter leurs slogans, ne pas adorer les idoles progressistes, c'est désormais être exposé à leur jugement, à leur haine et parfois à leur violence. Charlie Kirk a été tué, pas seulement par un geste isolé, mais par la convergence de forces idéologiques, médiatiques et culturelles qui légitiment, justifient, excusent la mort de ceux qui osent dire le réel. Si nous n'ouvrons pas les yeux, si nous n'analysons pas ces mécanismes, si nous ne comprenons pas l'ampleur de la dérive, nous pourrions être les prochains. Et pourtant, il reste une lueur. Il reste un chemin pour résister. Il reste un lieu où l'héroïsme peut renaître, dans la parole, dans le courage de dire ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce qui est vrai. Ce podcast est un avertissement, mais c'est aussi un appel. Car dans un monde où la vérité devient révolutionnaire, oser dire que 2 et 2 font 4 est déjà un acte d'héroïsme. Charlie Kirk l'a fait. Et nous allons maintenant comprendre pourquoi et comment nous pouvons, nous aussi, tenir debout face à la tempête. La violence est devenue un outil de légitimation. Des vitrines brisées aux voitures incendiées, des universités saccagées aux bibliothèques en flammes, jusqu'aux assassinats ciblés. Tout est permis dès lors que la violence se réclame du bien. Ils brandissent le spectre du fascisme, des heures les plus sombres. Ils parlent d'alerte, de vigilance, de défense des valeurs universelles. Mais qu'avons-nous vu réellement? Des foules paisibles, disciplinées, qui marchent pour le mariage pour tous, pour la vie, pour la famille, sont insultées, calomniées, rabaissées. Et, dans le même temps, des pillages, des destructions, des bûchers et des agressions sont excusées, justifiées, applaudies. Ils inversent la morale. La violence devient vertu. Le calme devient crime. Le geste de briser un panneau de signalisation, d'incendier une voiture, de menacer un élu ou un citoyen devient acte héroïque. La protestation pacifique devient traîtrise. Le civisme devient subversion. Dans leurs yeux, tout est permis, tout est excusé. Tout ce qui dérange l'idéologie dominante mérite d'être attaqué. Tout ce qui défie leur dogme mérite d'être réduit au silence, humilié, anéanti. Et la justification est simple. Ils sont persuadés d'être du côté du bien. Ils ne voient pas le mal de leurs actes. Ils croient que leur fin, imposer leur vision, leur vérité, leur monde, justifie tous les moyens. Regardez les médias, regardez les plateaux, regardez les réseaux. Chaque mot, chaque image, chaque encadré calibré pour légitimer la violence
quand elle est progressiste, pour invisibiliser la victime, pour transformer l'assassinat symbolique ou réel en fait normal. La parole devient arme, l'opinion devient canon, l'indignation devient justification. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la rhétorique, c'est la réalité que nous vivons. Nous ne sommes plus dans un monde où la violence se cache derrière le sang. Nous sommes dans un monde où la violence se cache derrière la morale. Et c'est ici que nous devons comprendre une vérité simple et terrible. Si nous ne résistons pas, si nous ne nommons pas ce qui est, si nous n'analysons pas ces mécanismes, nous devenons, nous aussi, complices. Par notre silence, par notre indifférence, par notre résignation, nous validons la hiérarchie des vies et la légitimation de la violence. Le calme, la dignité, la patience, toutes ces qualités que nous pensions nobles ne valent rien aux yeux de ceux qui se croient investis de la mission de transformer le monde par la force et la peur. Et c'est exactement pour cela que Charlie Kirk est mort. Il a osé dire, penser, débattre, affronter le dogme. Pour eux, c'était insupportable. Pour eux, la seule réponse possible était la suppression. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre que nous ne sommes pas simplement confrontés à des opinions contraires. Nous sommes confrontés à un système qui transforme la violence en vertu et le mensonge en vérité. Un système qui légitime l'inacceptable, tout en criminalisant le simple fait de nommer le réel. Et maintenant, nous devons aller plus loin. Analyser les mécanismes qui rendent cette violence acceptable. Nous devons comprendre l'idéologie hors sol qui la produit, car sans comprendre, nous ne pourrons jamais résister. Comprendre la violence, c'est comprendre les mécanismes qui la rendent acceptable. Ce n'est jamais le hasard, ce n'est jamais un simple excès d'individus. C'est un système, une machine, une idéologie qui façonne la perception, détourne le jugement et impose sa propre morale. Regardez les médias, regardez les réseaux sociaux, regardez les plateaux télé. Tout est conçu pour modeler votre regard, pour orienter votre pensée, pour vous faire accepter ce qui hier aurait été scandaleux. La violence devient acceptable quand elle est présentée comme nécessaire. La censure devient légitime quand elle sert le bien commun. La parole devient suspecte dès qu'elle dérange. Ils ont inventé une hiérarchie des vies et des vérités. Certaines vies sont sacrées, celles qui incarnent leur idéologie, celles qui défendent leur dogme. D'autres sont secondaires, voire jetables, celles qui osent dire le réel, celles qui défient leur certitude, celles qui pensent différemment. Et cette hiérarchie, ils l'imposent avec une constance méthodique. La technique est simple, mais terriblement efficace. Désigner l'ennemi. Celui qui pense autrement devient dangereux, immoral, illégitime. Justifier la violence. Si l'ennemi est mauvais, toute action contre lui est nécessaire, morale et défendable. Réécrire la réalité. Les faits sont interprétés, déformés, remodelés pour servir l'idéologie. Invisibiliser la victime. Celui qui tombe devient transparent, coupable, responsable de sa propre fin. Normaliser l'absurde. Ce qui aurait été impensable devient quotidien, accepté, banal. C'est ainsi que le meurtre d'un individu qui ose dire la vérité devient un événement normal. C'est ainsi que le pilier fondamental de la civilisation, la liberté de parole, se transforme en privilège que l'idéologie peut retirer à volonté. C'est ainsi que l'héroïsme devient un crime et que l'inaction devient la norme. Mais ce mécanisme ne se limite pas à la violence physique. Il s'étend à la parole, à la pensée, à la perception. Il impose un nouveau langage, une nouvelle morale, un nouveau réel. Chaque mot, chaque geste, chaque opinion qui échappe à leur contrôle devient suspect. Chaque désaccord devient une transgression. Et c'est exactement pour cela que le courage intellectuel devient héroïsme. Oser nommer le réel, oser affronter le dogme, oser dire que 2 + 2 font 4, oser défendre la vérité scientifique et morale. Tout cela devient un acte révolutionnaire. Charlie Kirk l'a fait, et pour cela, il est tombé. Comprendre ces mécanismes, c'est se préparer à la résistance.
Car une fois que nous avons vu comment est légitime la violence, nous savons aussi comment résister. En refusant de céder à la peur, en refusant de participer à leur hiérarchie de vie, en refusant de laisser le silence devenir notre complicité. Le prochain chapitre nous conduira encore plus loin. Nous examinerons l'idéologie hors sol qui produit cette logique, qui nie la nature, la science et le réel, et qui cherche à faire de nous des êtres déracinés et incapables de distinguer le vrai du faux. Maintenant que nous avons compris la violence et les mécanismes qui la rendent acceptable, il est temps de regarder plus loin, de creuser plus profondément l'idéologie qui la produit. Cette idéologie est hors sol, elle flotte au-dessus de la réalité, détachée des faits, de la nature et du bon sens. Elle ne connaît pas les limites de la biologie, de la science ou de la logique. Pour exister, elle doit nier les lois les plus fondamentales de la nature. Elle prétend que l'on peut choisir son sexe comme on choisit un vêtement. Elle prétend que l'on peut vivre sans référentiel familial, sans la cellule de base qu'est la famille, et que l'éducation peut être effacée ou réinventée selon ses désirs. Elle prétend que la nation, les frontières et l'histoire peuvent être abolies ou réécrites à volonté. Elle prétend que la vérité n'existe pas, que le bien et le mal sont relatifs, que la morale est un mot vide. Cette idéologie n'est pas seulement abstraite, elle est toxique. Elle produit des individus déracinés, perdus, incapables de distinguer le vrai du faux, le réel de la fiction. Elle détruit les repères essentiels, la famille, la communauté, la nation, la science, la morale, la beauté. Elle transforme les êtres humains en coquilles vides, prêtes à absorber ce meilleur des mondes, qu'elle promet, mais qu'elle construit sur la négation de la réalité et de la vérité. Orwell l'avait prédit. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. Aujourd'hui, cette liberté est attaquée. Dire que 2 et 2 font 4 devient un acte subversif. Nommer la réalité scientifique devient dangereux. Parler de famille, de nation, de sexe distinct, de morale, devient un crime intellectuel aux yeux de l'idéologie dominante. Et tout ceci n'est pas un hasard. C'est un projet, une stratégie. Déraciner les individus, les priver de repères, les rendre incapables de discerner le réel, afin qu'ils deviennent malléables. Malléables pour accepter la dictature douce de l'idéologie, où chaque pensée est contrôlée, où chaque mot est évalué, où chaque désaccord est sanctionné. Et pourtant, même face à cette machine, un espace de résistance subsiste. Dire la vérité, nommer le réel, affirmer les évidences de la science et de la morale, c'est déjà résister. Refuser de céder à l'absurde, c'est déjà combattre. Chaque mot, chaque phrase, chaque pensée qui échappe à cette idéologie hors sol devient une victoire. Comprendre cette idéologie hors sol est essentiel. Car tant que nous ne voyons pas l'étendue de sa folie, nous risquons de sous-estimer son danger. Et tant que nous ne comprenons pas comment elle s'insinue dans nos esprits, elle continuera à nous déraciner, à nous désorienter, et à préparer les générations futures à vivre dans un monde où le réel n'existe plus. Le prochain chapitre nous ramènera à ce qui reste solide, à ce qui est réel et sacré, les fondements de la civilisation, de la nation, de la famille, du bien et du beau. C'est là que commence la résistance concrète et l'héroïsme du quotidien. Après avoir exploré la violence et les mécanismes qui la légitiment, après avoir analysé l'idéologie hors sol qui déstructure nos repères, il est temps de revenir à ce qui est réel, solide et inviolable, les fondements de notre civilisation. Il y a des vérités qui ne sont pas négociables, des piliers que l'idéologie dominante cherche à effacer, à ridiculiser, à dissoudre dans un brouillard de relativisme. Et pourtant, ces piliers existent. Ils sont évidents pour quiconque prend le temps de regarder le monde avec lucidité et courage. Premièrement, la nation est sacrée. La nation n'est pas un mot abstrait, un concept politique interchangeable. Elle est le fruit d'une histoire, d'une culture, d'une identité.
supprimer la nation, nier ses frontières, prétendre que l'on peut construire un monde sans enracinement, c'est détruire l'âme même des peuples. Deuxièmement, la famille est la cellule de base de la société. La famille n'est pas une option, elle n'est pas un modèle parmi d'autres. Elle est le creuset où se forme l'éducation, le respect, l'amour, le sens du bien et du mal. Quand l'idéologie prétend que l'on peut vivre sans famille, que l'on peut réinventer les liens, elle brise ce creuset et laisse les individus déracinés, vulnérables, manipulables. Troisièmement, les hommes et les femmes se distinguent par des caractéristiques scientifiques. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une question de tolérance, c'est un fait. La nier n'est pas progresser, c'est mentir au monde et à soi-même. Quatrièmement, le bien et le mal se définissent objectivement. La morale n'est pas un mot vain, elle n'est pas relative à la perception individuelle ou à l'opinion publique. Elle repose sur des principes universels, sur la nature humaine et sur la vérité. Refuser de la nommer, de la reconnaître, c'est accepter que tout devienne permis. Cinquièmement, la vérité n'est pas subjective. La vérité existe. Elle est distincte de nos émotions, de nos préférences, de nos peurs. Et c'est en affirmant cette vérité que nous nous défendons contre le chaos moral et intellectuel qui nous entoure. Enfin, la beauté sauvera le monde. La beauté n'est pas superficielle, elle élève l'esprit, éduque le regard, protège l'âme. L'idéologie qui la méprise prépare un monde gris, déraciné, où seul compte la manipulation et la domination. Protéger la beauté, c'est protéger l'humanité. Ces fondements ne sont pas abstraits. Ils sont le socle sur lequel repose notre résistance, notre survie et notre capacité à transmettre aux générations futures un monde compréhensible, cohérent et juste. Comprendre ces piliers, les reconnaître, les nommer, voilà la première étape pour résister à l'idéologie hors sol et à la violence légitimée. Car une civilisation qui oublie ses fondements sacrés est une civilisation qui tombe. Le prochain chapitre nous montrera comment, à partir de ce socle solide, chacun peut devenir acteur, témoin et héros dans le quotidien. Comment dire le réel devient un acte de résistance. Après avoir dénoncé la violence, analysé ses mécanismes, exposé l'idéologie hors sol et rappelé les fondements sacrés, il est temps de poser la question existentielle. Que faisons-nous, nous, face à cette tempête? L'héroïsme aujourd'hui n'est plus une question d'armes ou de bataille physique. Il n'est plus sculpté dans la sueur ou le sang. Il se forge dans le quotidien, dans l'intelligence, dans le courage de voir et de dire ce qui est vrai. Chaque mot que vous prononcez, chaque opinion que vous défendez, chaque action que vous entreprenez devient un champ de bataille. Nous n'avons pas besoin de parcourir le pays comme Charlie Kirk pour débattre devant des milliers de personnes. Nous n'avons pas besoin de microphones, de plateaux ou de tribunes médiatiques. Mais vous avez des bras. Militez. Vous avez du verbe. Prenez la parole. Vous avez de l'argent. Soutenez ceux qui agissent et défendent le réel. Dans vos bureaux, sur vos réseaux, dans vos familles, dans vos conversations au bistrot. Là se joue l'avenir. Avez-vous le courage de dire ce que vous voyez? Avez-vous le courage de refuser la réalité parallèle qu'ils cherchent à imposer? Avez-vous le courage de dire que 2 + 2 = 4, que la famille compte, que la nation a un sens, que le bien et le mal existent, que la beauté a un rôle à jouer dans le monde? Quand la révolution consiste à dire le réel, tout silence devient lâcheté, toute inaction devient trahison. Et nous devons nous poser cette question. En faisons-nous assez? Charlie Kirk a été un révolutionnaire. Il a dit la vérité, malgré la menace. Il a affronté la censure, la diffamation, la violence. Il a pris le risque ultime pour que le réel ne soit pas effacé, pour que la vérité existe encore dans le monde. Et nous n'avons pas besoin de grandeur exceptionnelle. Nous avons besoin de courage ordinaire. Le courage de témoigner, d'éclairer,
de nommer, d'agir dans notre sphère quotidienne. Mithrandir, pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Car chaque mot prononcé, chaque vérité énoncée, chaque acte courageux est un pas vers la résistance. Dire le réel est un acte héroïque. Chaque jour où nous refusons de nous taire, où nous défendons la vérité, nous devenons des soldats de l'intelligence, des gardiens de la civilisation, des résistants face à l'idéologie hors sol et à la violence légitimée. Le monde change, les règles sont bouleversées, la tempête souffle, mais la vérité demeure. Et ceux qui osent la dire, ceux qui osent affirmer le réel, sont déjà des héros. Charlie Kirk l'a montré. À nous maintenant de suivre son exemple, de tenir ferme et de résister dans nos vies, dans nos paroles et dans nos actions. Nous avons traversé ensemble le constat de notre temps. La violence légitimée, les mécanismes de contrôle, l'idéologie hors sol qui nie la nature et la vérité, et l'oubli de ce qui est sacré, la nation, la famille, le bien, la beauté. Mais ce constat n'est pas une fatalité, il est un appel à regarder le monde tel qu'il est, à refuser la réalité parallèle qu'ils veulent imposer, à nommer le réel, même quand cela fait peur, même quand cela dérange, même quand cela coûte. Les champs de bataille ne sont plus aux confins des empires, mais dans vos bureaux, vos réseaux, vos familles, vos conversations. L'héroïsme n'est plus dans le feu des combats, mais dans le courage ordinaire. Dire ce que l'on voit, affirmer ce qui est vrai, protéger ce qui est sacré. Charlie Kirk a été un révolutionnaire. Il a choisi de dire la vérité. Il a payé le prix ultime pour que le réel ne disparaisse pas. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que chacun de nous peut être un révolutionnaire à sa mesure. Chaque mot prononcé, chaque action courageuse, chaque soutien apporté à ceux qui défendent le réel est un pas vers la résistance et la survie de notre civilisation. Ne laissez plus la censure devenir votre guillotine symbolique. Ne laissez plus la peur vous réduire au silence. Osez voir, osez penser, osez parler. L'héroïsme est à portée de main. Il suffit de lever les yeux. Il suffit de lever les yeux, de tenir bon et de dire « Je vois, je sais, je dis ». Car tant que nous aurons le courage de dire le réel, tant que nous affirmerons la vérité, le bien et la beauté, il y aura toujours une lumière dans l'obscurité. Et cette lumière, nous pouvons tous la porter. Charlie Kirk l'a fait. Nous devons continuer. La vérité est révolutionnaire. Le réel est héroïque. Et la résistance commence maintenant.